Le paysage contrasté des 300 000 km² de la péninsule italienne porte les traces d'un territoire longtemps divisé en une multitude de villes, de duchés et d'États indépendants les uns des autres. Dès la moitié du XIXe siècle, il faudra une vingtaine d'années de luttes, de batailles et d'alliances pour construire l'unité italienne et pour que la péninsule devienne une nation. En 1848, l'Europe connaît de profonds bouleversements politiques et les idées de la Révolution française sont dans tous les esprits. Dans le nord de l'Italie, les populations se soulèvent pour s'affranchir de la domination autrichienne. Et à Venise, l'insurrection donnera naissance à une jeune république. Ces événements marquent le début du Risorgimento, la résurrection. C'est ainsi que l'on nommera la conquête de l'unification des territoires italiens pour célébrer la renaissance intellectuelle et politique de l'Italie. Alessandro Marzomagno est historien, écrivain et natif de Venise. On peut dire que la quasi-totalité de l'Italie est sous l'influence directe ou indirecte de l'Autriche. La Lombardie devient autrichienne au début du XVIIIe siècle. Et quand meurt le dernier des Médicis, elle est donnée aux Habsbourg. Il y a cette idée que comme la domination autrichienne est très forte, on pense alors pouvoir s'en libérer en réunifiant la péninsule en un pays où tous les Italiens seraient ensemble. En 1848, la péninsule italienne est divisée en plusieurs royaumes. Le royaume de Sardaigne, le royaume des deux Siciles, les États pontificaux, et pour finir une myriade de territoires indépendants, ainsi que le royaume de Lombardie-Vénétie, théâtre d'une insurrection à Venise. Au mois de mars 1848, la tension est à son comble. Les Vénitiens sont accablés par les injustices du gouvernement d'occupation austro-hongrois. Des émeutes éclatent sur la place Saint-Marc et dans les rues voisines. À l'Arsenal, un colonel autrichien est attaqué par des ouvriers. Un homme profite de cet événement pour écrire la première page de la République à Venise. Il s'appelle Daniele Manin. Dans cette maison vivait Daniele Manin. C'était sa demeure. Il était avocat, c'était un homme simple et réservé, exactement le contraire de ce qu'on peut voir sur le monument. Sur le monument, il apparaît comme quelqu'un d'imposant, d'influent, d'affirmé, mais il n'était pas comme ça. C'était un homme modeste, un homme d'études, mais qui était animé par une foi incroyable en ses idéaux. Le 22 mars 1848 au matin, Manin était chez lui quand quelqu'un est venu le prévenir qu'il était en train de se passer quelque chose à l'Arsenal, qu'il y avait eu un mort. Le colonel Marinovitch avait été tué. Manin sort de chez lui et court vers l'Arsenal avec son fils Giorgio. Daniele Manin veut protéger la population des représailles des troupes autrichiennes. L'armée ennemie a pris place devant la porte de l'Arsenal. Heureusement pour Daniele Manin et ses partisans, les soldats sont en grande partie des paysans italiens qui n'oseront pas tirer sur leurs compatriotes. L'Arsenal est pris facilement et Daniele Manin est porté en triomphe sur la place Saint-Marc. Grazie. Ici, nous sommes au Café Florian, peut-être le café le plus célèbre de Venise, sûrement le plus vieux. Et ici, à cet endroit, a été déclarée la République. Le 22 mars 1848, Daniele Manin est monté sur une de ces tables et a proclamé à la foule qui était autour de lui la République et l'indépendance face à l'Autriche. Noi siamo liberi, viva la Repubblica, viva San Marco. Daniele Manin prend la direction d'un gouvernement provisoire formé le même jour.
et la jeune République entre dans une période de résistance héroïque qui durera 17 mois. Dans les réserves du musée Korer sont conservés des objets personnels et des photos de Daniel Emanin, ainsi qu'une multitude d'aquarelles, d'encre, qui retracent l'histoire de la lutte des Vénitiens pour tenter de défendre l'éphémère République de Saint-Marc. Très bien, ouvrons, voyons ce qu'il y a. Bien, Doucement, parfait. très bien. Ça, c'est une bataille en octobre 1848 entre les Vénitiens et les Autrichiens. Une bataille victorieuse pour les Vénitiens. C'est une victoire très importante du point de vue moral, parce que cela montre que les Autrichiens ne sont pas invincibles, qu'ils peuvent perdre, qu'ils peuvent être battus. Ouvrons pour voir ces images. Cette image est très belle. On voit le siège de Venise. On est déjà à la fin, durant l'été 1849. Il y a des combats et Venise est assiégée par les troupes autrichiennes. On voit le pont ferroviaire coupé, non ? Oui, Ils avaient fait sauter des arches pour éviter de possibles passages de troupes. oui, des passages. Et puis, il y a ces détails. Cette impression est très belle car on voit les ballons, les montgolfières, qui étaient une des premières tentatives de bombardement dans l'histoire. Mais ça n'a pas marché, heureusement, parce que le vent a poussé les ballons de l'autre côté et le bombardement a échoué. Là, c'est la fin. On est en août 1849, quand Venise se rend, qu'elle plie. Surtout à cause de la faim, de la maladie, le choléra. La maladie en furie, le pain nous manque. Sur le pont, on monte le drapeau blanc. Cette gravure nous montre justement le retour des Autrichiens, les soldats de Habsbourg, dans leurs uniformes blancs, et le peuple vénitien, prostré et malade à cause du choléra. Le choléra qui a fait plusieurs centaines de morts. Après 17 mois de siège, de famine, l'épidémie de choléra contraint la ville à capituler. Le cimetière oublié de Sant'Ariano sur la lagune, recouvert par la végétation, et seulement à quelques kilomètres de la place Saint-Marc, abrite les morts de Venise. La cité est devenue dans la mémoire italienne le lieu symbolique et martyr des premières revendications nationales. Si en 1848, les Autrichiens font taire tous les soulèvements de la péninsule, la révolte de Venise marque un tournant et inexorablement, l'idée de l'indépendance et de l'unité fait son chemin. En particulier à Turin, la capitale du roi Victor Emmanuel II de Savoie, qui règne sur le Piémont et la Sardaigne. Vu du ciel, on peut distinguer les nombreux palais royaux qui témoignent de la puissance de la monarchie du Piémont-Sardaigne au XIXe siècle. Victor Emmanuel II, avec l'aide de son conseiller, le comte de Cavour, va lentement mais sûrement imposer son royaume comme une puissance diplomatique et s'appuyer sur l'Europe pour faire reculer la domination autrichienne. C'est en plein cœur de la ville, au Palazzo Real, que s'écrit cet épisode de l'histoire de Victor Emmanuel II de Savoie. Silvia Cavicchioli est enseignante et chercheuse à l'université de Turin. Elle a fait du Risorgimento un de ses sujets de prédilection. On pourrait se demander pourquoi c'est la monarchie de Savoie, la maison régnante, qui a conduit l'unité italienne. Une des motivations de la monarchie de Savoie trouve son origine dans ses traditions et son antique désir d'expansion, et de s'étendre, surtout à l'est, donc vers la Lombardie et vers le nord de l'Italie. Turin, la capitale du royaume de Sardaigne, devint le cœur du futur mouvement national et unitaire. Dans les murs du Palazzo Real, le roi Victor Emmanuel II et le comte de Cavour
vont élaborer une stratégie qui va permettre au royaume de Sardaigne une alliance avec Napoléon III. Cavour a une chose bien précise à l'esprit. Les ambitions de Napoléon III, qui sont en substance d'occuper la place prédominante de l'Autriche dans la péninsule italienne. Cavour et Victor Emmanuel II satisferont ces ambitions. Cette stratégie culmine en 1859 avec la bataille de Solferino. C'est dans les plaines de Lombardie, précisément entre Milan et Venise, que les armées de Victor Emmanuel II et de Napoléon III remportent une victoire décisive sur les Autrichiens. Victor Emmanuel II gagne ainsi le rattachement de la Lombardie, mais aussi les duchés de Parme, de Modène et surtout de Toscane. Ça a été une guerre brève, mais terriblement sanglante. Rien que pour la bataille de Solferino, il y a eu, entre les soldats français, piémontais et autrichiens, 5000 morts et 23 000 blessés. C'est une bataille tellement dramatique et sanglante qu'elle a impressionné toute l'opinion européenne, même Napoléon III. Elle impressionne également Henri Dunant, qui se trouvait à Solferino, et qui, en voyant l'horreur des massacres, décidera de créer la Croix-Rouge en 1864. Il reste cependant une étape pour unifier le pays. Il faut conquérir le royaume des Deux Siciles, gouverné par le roi François II de la Maison de Bourbon. Victor Emmanuel II et le comte de Cavour, soucieux de ménager les monarchies européennes, ne veulent pas s'attaquer frontalement à François II. Ils s'allient alors à Giuseppe Garibaldi, une alliance contre nature puisque Garibaldi est républicain. Pour lui, l'idée de l'unification est plus forte que son mépris pour la monarchie. C'est un homme qui a une grande expérience militaire. Il est surnommé le héros des deux mondes, pour s'être battu en Amérique du Sud et en Europe. Garibaldi monte un bataillon de 1167 hommes, les 1000, pour s'attaquer au royaume des Deux Siciles. Cavour et Victor Emmanuel II ont soutenu Garibaldi. L'Europe avait une parfaite connaissance de tout cela. Ils ont donc soutenu l'expédition des 1000. Pas officiellement, mais en secret, ils ont contribué à armer, à donner des armes et des munitions à l'expédition garibaldine.